Faccio chiedere con il professor Richard Galontian. Professeur. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, chers amis. D'abord, ce n'est pas formel ce que je veux dire. Je veux dire combien je suis honoré et heureux d'être ici aujourd'hui parmi vous, dans cette très belle université, dans cette université où on se sent presque chez soi, presque parce que je voudrais bien y revenir encore, et cette université où la francophonie a encore un sens. Merci évidemment à Léna Slina qui nous reçoit toujours avec tant de gentillesse. Merci également à Damien Bouvier, à toute l'équipe du collège, je ne vais pas citer toutes et tous, mais je dois dire que cet accueil ne m'étonne pas parce que j'ai bénéficié déjà de cet accueil extraordinaire et de la qualité de toute cette équipe que je voudrais ici publiquement saluer et remercier. Je dois dire qu'après ces trois exposés brillants, Luc William, Patrick Gaillard, Fabrice Sourteby, moi je n'ai pas grand-chose à dire. Fabrice, je voudrais te dire très amicalement que franchement, malgré l'accident du travail, les incidents, les transports, l'hôpital, la thérapie provisoire, ça n'a pas altéré tes qualités intellectuelles. Loin de là, mais elles sont tellement grandes que même si elles avaient pu être légèrement atténuées par des doses massives de morphine, ça n'aurait rien changé à ton talent. Voilà, je veux te le dire et t'affirmer que je suis de tout cœur avec toi dans cette petite épreuve que tu traverses aujourd'hui. Alors, je vais essayer de dire des choses qui n'ont pas été dites. 2 ans de QPC en France, premier bilan. Alors, d'abord, je rappelle, ça a été dit que cette histoire, on parlait d'histoire d'amour, cette histoire d'amour entre la France et sa QPC a mis beaucoup de temps à se concrétiser. Je t'aime, moi non plus. C'est-à-dire que depuis 1989, le 14 juillet 1989, on a évoqué une procédure de ce type. Il faudra attendre 2008 pour que cela se réalise. C'était Robert Badinter qui avait initié cette réforme. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a faite. J'ai encore le souvenir de cette, Fabrice, je crois aussi, je pense, cette réception au Louvre où le président Sarkozy s'est adressé à Robert Badinter, qui d'ailleurs avait voté contre la réforme, pour lui dire « Vous l'avez rêvé, nous l'avons fait ». Donc c'est fait, nous avons la QPC, et finalement, après des fiançailles très longues, ça a été un peu le coup de foudre, puisque finalement, comme l'a dit Fabrice, comme l'a dit Patrick, cette QPC a eu beaucoup de succès. Alors, je ne vais pas revenir sur les conditions, parce qu'elles ont été largement présentées. Je vais juste ajouter 1 ou 2 points pour ne pas alourdir. D'abord sur les conditions de fond. Sur les conditions de fond, il faut bien voir que cette QPC ne peut intervenir que dans une instance en cours, devant une juridiction qui relève du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, ce qui d'ailleurs écarte peu de juridictions, puisque, à part le tribunal des conflits, je crois qu'il n'y a pas de juridiction qui échappe à cette exigence. Et puis surtout, il faut que soit porté atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit, et cela dans un texte législatif. Il ne faut pas que ce soit une ordonnance, c'est vraiment un texte législatif au sens de loi votée par le Parlement et non pas une loi votée par le peuple. Et c'est clair aussi. Droit et liberté que la Constitution garantit, cela signifie qu'on ne pourrait pas poser, la question est réglée, de questions qui porteraient sur le non-respect de la procédure parlementaire. Voilà les conditions. Dans la procédure, je ne vais pas insister, Luc Guillaume en a parlé, notamment sur le filtre. J'ajouterai simplement qu'on dit toujours qu'il y a 2 filtres. En fait, il y a au maximum de filtres, puisqu'il peut y avoir un seul filtre, puisque à tout moment de la procédure, on peut poser une question prioritaire de constitutionnalité, ce qui veut dire qu'on peut la poser directement devant la Cour de cassation ou directement devant le Conseil d'État. Alors, cette question du filtre, on l'a évoqué. L'attitude également, la procédure devant le premier juge. Qu'est-ce que c'est que le premier juge? Ça peut être le juge de première instance ou le juge d'appel.
procédure devant les cours suprêmes, Cour de cassation, Conseil d'État, tout ça on l'a vu, je peux donc allègrement éviter d'en reparler. Un mot peut-être sur la procédure devant le Conseil constitutionnel. C'est un peu l'ambiguïté de la QPC, c'est qu'il s'agit devant le Conseil d'un contrôle objectif, abstrait de la loi. Ce n'est pas un contrôle concret, parce que, pour une raison de procédure simple, c'est qu'on ne transmet pas au Conseil constitutionnel l'affaire, au fond. On ne transmet que la question portant sur la loi. Donc le juge constitutionnel n'est pas censé connaître officiellement, bien sûr, le contexte de l'affaire. Mais bon, c'est évident que ça, c'est peut-être quelque chose dans la réalité qui est un peu différent, mais en tout cas, juridiquement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je voulais dire ça, et ensuite, parler des effets. On a évoqué les effets de la QPC sont extrêmement importants. Lorsque le Conseil déclare une disposition législative contraire à la Constitution, et nous verrons, ce sera le bilan que je vais faire dans un instant, nous verrons que c'est très fréquent finalement. C'est assez majoritairement le cas. Lorsque le Conseil déclare une disposition contraire, cette disposition, ce texte est abrogé. Et normalement abrogé tout de suite. Alors Fabrice tout à l'heure cité la décision récente sur le harcèlement, qui a fait beaucoup de bruit, parce qu'effectivement on peut se demander s'il était important d'abroger si brutalement le texte. Eh bien, toutes les affaires en cours qui étaient relatives à ce harcèlement sont interrompues, même pas interrompues, elles sont arrêtées jusqu'au vote d'une nouvelle loi. Donc abrogation, c'est déjà radicalement important. Abrogation immédiate, sauf que le législateur, à la fois constituant l'organique, a, dans sa grande sagesse, prévu de pouvoir moduler à la fois la date d'effet, pour la garde à vue, cette date d'effet d'ailleurs était remise d'un an, ce qui était peut-être beaucoup, et également on a autorisé le Conseil à prendre toutes les dispositions qui pouvaient moduler cette abrogation, notamment pour ne pas remettre en cause brutalement des situations positives acquises. Donc je ne vais pas aller au-delà. Je voudrais arriver au deuxième point. Je n'ai pas d'ailleurs dit le premier, donc comme le premier c'est les considérations générales. Deuxième point sur le bilan. On a préparé un doctorant contractuel, Marc Guérini, de mon laboratoire à l'université, de notre laboratoire à Patrick, a préparé des données statistiques que je crois que vous avez en possession, dont je ne vais pas toutes les reprendre. Bon, d'abord, je vais peut-être évoquer rapidement le bilan quantitatif, et puis, évidemment, on verra ça de manière plus qualitative. Alors, vous remarquerez que cette QPC n'a jamais que 2 ans et 2 mois d'existence, puisque nous sommes en mai, et que déjà beaucoup de dossiers ont été enregistrés par le Conseil, provenant de la Cour de cassation du Conseil d'État. Attention, ce nombre de dossiers, ce n'est pas le nombre d'affaires qui vont être... Ce sont des non-renvois aussi, hein, donc il y en a plus de 1000. Alors on ne sait pas, moi je n'ai pas la statistique, je crois que personne ne l'a, on ne sait pas combien de questions sont posées devant le premier juge, notamment le juge de première instance. Il y a beaucoup de... Celles-là, évidemment, elles disparaissent complètement, on ne sait pas. Mais il doit y en avoir des milliers et des milliers, puisque au bout du compte, nous avons 1000 dossiers enregistrés par le Conseil provenant de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Alors, il y a sur ces 1000 dossiers plus de 200 renvois, soit 22% du total, une centaine maintenant du Conseil d'État et presque 130 de la Cour de cassation. Ce qui est intéressant d'ailleurs, mais qui s'explique, on a expliqué à juste titre que la Cour de cassation était plutôt réticente, et elle arrive en tête du nombre de dossiers qui sont renvoyés, mais il est évident que le nombre d'affaires et la nature des affaires, dont il y a un mot tout à l'heure, explique que la Cour de cassation soit en première ligne dans cette procédure. Alors, 224 renvois, ça n'est pas le nombre total de... Enfin, c'est le nombre total de décisions, mais certaines décisions regroupent plusieurs affaires qui
portent sur la même question. Sur la garde à vue, par exemple, le Conseil a été saisi presque simultanément de plusieurs QPC qu'il a évidemment regroupés dans un nombre unique de décisions. En réalité, il y a 174 questions examinées. Sur 174 questions, tout à l'heure j'ai dit une bêtise, c'est pas la majorité qui est non conforme, c'est moi qui a touché. 55%, en fait 55 ou 56, si vous faites le total des pourcentages, on arrive à 101, c'est parce qu'on a arrondi. Donc 54 ou 55% de déclaration de conformité. Quand même 15% de déclaration de non-conformité, c'est assez énorme. Et 23% de non-conformité partielle. Ce qui veut dire que 45, si on ajoute, ça veut dire qu'il y a tout de même beaucoup de QPC qui débouchent sur une abrogation du texte. Donc tout à l'heure, quand on l'a fourché, en disant que c'est majoritaire, c'est pas majoritaire quantitativement, mais la proportion de questions prioritaires qui aboutissent finalement à une déclaration de non-conformité totale ou partielle est relativement importante. Et si on compare avec d'autres systèmes, je pense que c'est assez révélateur. Alors, voilà pour le bilan quantitatif, je vous laisse le soin de consulter ce texte. Bilan qualitatif cette fois-ci, notamment l'attitude du juge du filtre, mais là, merci, tout le monde en a parlé, Fabrice a complété, Conseil d'État, Cour de cassation, la réticence. Bon, anecdotiquement, la Cour de cassation a payé son attitude intransigeante du début, on l'a un peu puni, entre guillemets, nous sommes entre nous, je dis puni, bien sûr, je ne l'écrirai pas. On a initialement les QPC qui est examiné par une formation spéciale de la Cour de cassation, trois magistrats, dont le premier président. À la suite de l'affaire dont Fabrice vous a parlé, du renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne, on a supprimé, le législateur a supprimé cette singularité de la Cour de cassation pour la ramener à une procédure conforme à celle du Conseil d'État, c'est-à-dire l'examen accusé par une formation classique. Un mot sur le Conseil, sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais là encore très vite. Finalement, on s'aperçoit que le Conseil constitutionnel joue le jeu évidemment à fond, et qu'une proportion importante de questions débouche sur une déclaration de non-conformité totale ou partielle. Et comme l'a très justement dit Fabrice, et je ne vais pas revenir sur tous les exemples, merci, citer les plus importants, la médiatisation des QPC rendus par les décisions QPC rendues par le Conseil est extrêmement spectaculaire. Les affaires qui sont rendues font l'objet d'une couverture médiatique, comme on dit aujourd'hui, extrêmement importante. Et c'est important, je crois, parce que ça a donné au Conseil constitutionnel une place dans l'opinion publique qui n'avait pas tout à fait encore jusque-là. Alors, je terminerai sur les principaux domaines du droit qui sont concernés. Là aussi, vous avez quelques indications sur la fiche. Je veux dire qu'il y a trois grands domaines, le droit pénal et la procédure pénale, d'où la prééminence de la Cour de cassation, le droit fiscal, le droit de la propriété, également, beaucoup de choses qui sont faites. Alors, le droit pénal, c'est extrêmement important, puisque on l'a vu à travers la garde à vue, les décisions QPC conduisent à une réécriture régulière de notre code de procédure pénale. Il est vrai que, sur ce plan-là, nous n'étions pas des modèles tout à fait exemplaires. Alors, voilà les domaines qui sont le plus touchés, avec les principes les plus touchés qui sont évidemment, comme toujours, le principe d'égalité, mais aussi alors, tous les principes liés au droit pénal, à la procédure pénale, l'égalité, les délits et les peines, proportionnalité, présomption du droit de la défense, présomption d'innocence, etc. Donc, on a ces domaines-là qui sont privilégiés, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que le Conseil constitutionnel ne soit pas conduit à intervenir sur d'autres domaines. On peut dire que l'éventail des domaines du droit qui sont concernés me semble aujourd'hui
presque sans limite. Alors pour respecter strictement le temps qui est maintenant parti, un mot de conclusion, je dirais que l'introduction de la QPC en France a suscité, ça a déjà été dit, je crois que c'est une brillante qui a dit ce matin, une révolution sans précédent de notre système juridique. Notre droit a été profondément bouleversé, ébranlé par cette procédure. Surtout, je pense que la QPC, enfin je suis sûr, a replacé au cœur du système juridique français la Constitution, non pas uniquement en tant que norme supérieure dans l'hierarchie, mais en tant que premier garant des droits fondamentaux. Et ce matin, M. Briand nous expliquait que lorsqu'il suivait des cours à Paris ou ailleurs, on nous parlait guère des droits fondamentaux dans le cours de droit constitutionnel, et j'avais envie de lui dire qu'il aurait alors dû venir à Aix-en-Provence. Et si vous permettez, je voudrais rendre hommage à ce propos de doyen Favoreux, de retraité doyen Favoreux, qui avait des collègues, pardon d'en parler, qu'il avait lui-même créé. Il avait depuis longtemps mis en avant ce lien entre la Constitution et la protection de nos droits fondamentaux, malgré, pardon de le dire, un scepticisme persistant d'une doctrine dominante, comment dirais-je, un peu frileuse. Ainsi, la France, par l'intermédiaire de la QPC, s'est mise au standard du Cour constitutionnelle européenne, c'est une chose qui nous manquait, et a simultanément, sur une question particulièrement sensible, renforcé l'état de droit. Merci. Mulțumim, domnule, pentru această prezentare interesantă.